Parfois, il suffit d'une seule nuit fatidique pour que votre monde entier s'effondre. J'ai toujours pensé que ma famille était mon refuge le plus sûr, où mon frère était un héros, quelqu'un qui ne me trahirait jamais. Jusqu'à la nuit où j'ai découvert une terrible vérité. La personne en qui j'avais le plus confiance avait infligé une blessure incurable à la femme que j'aimais. Ce qui avait commencé dans la chaleur des réunions de famille et des rires s'est transformé en cauchemar à huis clos. En un instant, toute trace d'espoir s'est estompée, remplacée par la douleur, la fureur et une trahison déchirante. Avez-vous déjà été confronté à un choix impossible? Préserver une famille brisée fondée sur des secrets ou lutter pour la vérité, même si cela signifie perdre tout ce que vous considériez autrefois comme votre foyer? Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez la vidéo. Bonne vidéo! Si vous m'aviez demandé, il y a des années, ce qui définissait un « chez soi », je vous aurais brossé un tableau chaleureux, une dinde rôtie pour Thanksgiving, des cousins affalés sur le tapis du salon, la douce lueur des dessins animés du dimanche matin. À mes yeux, notre famille n'était pas seulement ordinaire, nous étions invincibles. Une famille d'immigrants dans un nouveau pays, tissant des liens plus forts que l'acier. Mon frère, Michael, était mon pilier. Plus âgé de 2 ans, toujours un peu plus courageux, toujours le premier à me défendre contre les brutes de la cour de récréation ou les railleries du quartier. Il était mon héros. Ma sœur, Sarah, intelligente et acerbe mais farouchement loyale, gardait même les secrets les plus sombres derrière son sourire discret. Au centre, ma mère, stricte, traditionnelle, mais aimante, et mon père, un gentil géant cachant ses rêves d'une vie meilleure pour nous tous. Durant ces premières années en Amérique, chaque victoire semblait méritée. La première fois où nous avons pu nous permettre un dîner au restaurant, la Honda cabossée qui était à la fois source de honte et de fierté, les barbecues annuels dans le jardin où les barrières linguistiques s'estompaient sous les rires. Ces soirs-là, tandis que le barbecue grésillait et que l'oncle Joe servait des verres supplémentaires à tout le monde, j'observais mon frère raconter des histoires, transformant même les plus petits triomphes en légendes. Amis, voisins, même les nouveaux venus de l'église, tous trouvaient leur place à notre table. Et puis, il y avait Emily. Elle a fait irruption dans ma vie avec son rire radieux et son honnêteté désarmante. Dès les premières vacances où je l'ai ramenée à la maison, elle semblait à sa place. Mes parents adoraient sa curiosité pour notre culture, et ma sœur a trouvé en elle la confidente qu'elle désirait tant. Même mon frère, Michael, distant avec les étrangers, l'a accueilli avec enthousiasme, me taquinant sur mon air, trop sérieux, chaque fois qu'Émilie me prenait dans ses bras. Pour une fois, tout semblait aller pour le mieux. Ma famille s'agrandissait, l'avenir s'ouvrait à de nouvelles perspectives. Mais avec le recul, je me rends compte qu'il y a eu des moments minuscules, presque invisibles, où le masque est tombé. Quand les blagues de Michael étaient un peu trop piquantes. Quand il me prenait à part, m'avertissant que la confiance pouvait être dangereuse dans ce monde, dans ce pays, même dans notre propre sang. Je l'ai balayé du revers de la main, comme quelqu'un qui aspire à la paix. Les disputes familiales, on les réglait avec des excuses gênées et des pâtes trop cuites. Les blessures, s'il y en avait, étaient dissimulées sous des sourires au nom de l'unité. Il était facile de croire à cette illusion. Facile de prétendre que seul l'amour pouvait nous protéger de toutes les tempêtes. Jusqu'à ce que les fissures commencent à apparaître. Sarah a commencé à éviter les dîners de famille, se disant « occupée ». Mon père, autrefois plein d'histoires, est devenu plus silencieux, plus renfermé. Ma mère a commencé à critiquer Émilie doucement d'abord, puis si vivement que je la surprenais parfois à cligner des yeux pour retenir ses larmes dans la cuisine, les mains tremblantes au-dessus de l'évier. Un soir, lors d'une fête particulièrement animée, j'ai trouvé Michael regardant par la fenêtre, loin du bruit et de la lumière. Quand je lui ai donné un coup de coude, il m'a simplement dit « Tout n'est pas aussi simple que tu le penses, petit frère ». Il a souri, mais sans la moindre chaleur. Mais je ne l'ai pas vu, pas à ce moment-là. J'ai choisi la confiance plutôt que le doute, car croire en sa famille, même dans la douleur, c'est ce qu'on nous apprend. Que feriez-vous si les fondations sur lesquelles vous avez bâti votre vie n'étaient qu'une illusion? Si chaque souvenir heureux était assombri par quelque chose que vous ne parvenez pas à nommer? Dans le brouhaha de la convivialité familiale, nous étouffons souvent les avertissements discrets, les regards gênés, les histoires inachevées, les moments de tension noyés sous les rires. Parfois, ce sont précisément ces signes qui comptent le plus. Et donc, ma croyance en la famille parfaite est restée forte jusqu'à cette nuit où tout s'est effondré. Mais les fissures dans l'illusion grandissaient.
Et dans le silence fragile, sous les rires, une première trahison m'attendait, celle qui briserait tout ce que je croyais savoir. La nuit où tout a commencé à basculer n'était marquée ni par le tonnerre ni par l'orage, le calme était presque trompeur. Nous étions à une réunion de famille, le genre de celle qui se termine généralement par des rires et des embrassades chaleureuses. Mais cette nuit-là, sous les bavardages et les verres qui trinquaient, quelque chose de plus sombre persistait, inexprimé, attendant de refaire surface. Le regard d'Émilie était inquiet. Je me souviens de la façon dont elle serrait sa tasse, les jointures blanches, comme si elle essayait de s'ancrer à quelque chose de réel. Pendant des semaines, elle évita de me regarder directement, et lorsqu'elle parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure qui me bouleversa. Je crois que Michael a essayé de m'embrasser ce soir-là. Je restais figé, la pièce tournant, les mots résonnant dans ma tête. Comment était-ce possible? Michael, le frère que j'idolâtrais, qui combattait mes harceleurs, qui était parfois comme un second père, pouvait faire une chose pareille. Au début, j'avais du mal à la croire, cherchant désespérément une autre explication. Peut-être plaisantait-il, avait-elle mal interprété, n'est-ce pas? Mais alors, l'histoire d'Émilie s'est répandue, un fil fragile de vérité. Elle m'a raconté comment ils se sont retrouvés seuls sur le toit, le vent froid, mais l'atmosphère encore plus froide. Comment il a fixé trop longtemps, puis s'est soudain penché pour l'embrasser, ivre mais délibéré. Comment elle a esquivé, le cœur battant à tout rompre, à la fois par la peur et la confusion. J'ai confronté Michael plus tard dans la soirée, tremblant de colère et d'incrédulité. Il a avoué une erreur grossière, a-t-il dit, trop ivre pour réfléchir, un moment qu'il a regretté. Ses excuses étaient machinalement préparées, et pourtant elles flottaient dans l'air, chargées d'une tension que je ne parvenais pas à dissiper. Mais pour la famille, notre famille, ce qui aurait dû être une réconciliation s'est transformé en un gouffre. Ma mère a balayé l'affaire d'un revers de main, pensant qu'il s'agissait d'un manque d'alcool, mon père a évité la conversation. Et ma sœur, Sarah, semblait déchirée par le silence. C'était comme si dire la vérité allait défaire le tissu soigneusement rapiécé auquel nous nous accrochions tous. Je me sentais dérivé, tiraillé entre la protection du nom de la famille et le soutien d'Émilie, la seule personne qui m'avait confié sa douleur. Chaque réunion de famille devenait un véritable exercice d'équilibriste. Les regards se tournaient vers moi, des questions murmurées remplissaient les espaces auxquels je n'avais pas le droit de répondre. Émilie aussi s'est éloignée. Certaines nuits, elle se repliait sur elle-même, et je regardais, impuissant, la chaleur de ses yeux autrefois brillants vaciller et s'estomper. Cette relation que je croyais être mon ancre se transformait en un combat des plus difficiles. Et puis il y avait Sarah, ma sœur, elle était devenue une alliée discrète, la seule à oser sonder le calme fragile de notre famille. Elle posait des questions que personne d'autre ne voulait entendre et offrait à Émilie son épaule d'amie quand personne d'autre ne le voulait. Sans elle, je ne sais pas où nous en serions. Mais même si la tension couvait, je gardais espoir, l'espoir que le dialogue et l'honnêteté pourraient guérir cette fracture persistante, que le temps adoucirait la douleur. Je voulais croire qu'une erreur, aussi terrible soit-elle, pouvait être pardonnée. Pourtant, le suspense persistait dans l'air comme une tempête sur le point d'éclater. Car la première trahison n'était pas la fin. Ce n'était que le début de fissures plus profondes que je n'aurais osé l'imaginer, des fissures qui menaceraient de briser tout ce que je considérais comme sacré. L'illusion de sécurité familiale commençait à s'effriter. Les ombres s'épaississaient et la prochaine tempête grondait sans prévenir. Il y a des moments dans la vie où tout ce en quoi on croyait vole en éclats, comme du verre qui s'écrase au sol, impossible à recoller. Pour moi, ce moment est survenu lors d'une soirée qui avait commencé comme n'importe quelle réunion de famille, mais qui s'était terminée en cauchemar que personne dans ma famille n'aurait jamais pu effacer. La fête était bruyante, pleine de musique et de rire, le genre de scène où les masques sont plus faciles à porter. Mais sous le bruit, un malaise couvait. Je me souviens avoir scruté la foule à la recherche d'Émilie, la joie était censée envahir l'air, mais au lieu de cela, j'ai senti un vide grandir dans ma poitrine. Puis, le pire bruit que je pouvais imaginer, des bruits étranges venant de l'étage, étouffés mais violents. Je les suivis jusqu'à une porte entr'ouverte, et ce que je vis me fit battre le cœur. Michael, mon frère, mon héros d'autrefois, avait plaqué Émilie contre le lit, sa main sur sa bouche, son autre main se déplaçant là où personne ne devrait jamais la toucher sans son consentement. Ses yeux hurlaient à l'aide,
Les siens étaient affolés par quelque chose que je ne comprenais pas. La rage m'a submergé avant que la raison ne puisse parler. Je me suis jeté sur lui, la fureur embrasant chacun de mes coups. Le combat a été brutal, les articulations ensanglantées, le nez cassé, la confiance brisée. D'autres ont surgi, nous séparant, mais le mal était fait, plus profond que n'importe quelle blessure. Dans ce chaos frénétique, j'ai vu ma famille se fracturer, le foyer chaleureux que j'avais connu s'ouvrir en grand. Ma mère, accablée de déni, pleurait et me suppliait de « pardonner à ton frère, il a fait une erreur ». Sa voix était douce, mais elle brisait mes derniers espoirs de compréhension, comme si elle exigeait que j'oublie l'impardonnable. Mon père restait silencieux, son visage stoïque indéchiffrable, mais la tension entre eux était telle que je sentais un gouffre s'effondrer sous mes pieds. Sarah, ma sœur, est restée silencieuse à mes côtés, la seule à comprendre l'obscurité qui avait envahi notre famille. Elle tenait la main d'Émilie, lui murmurant des mots de réconfort, les yeux chargés de larmes retenues. Son calme était un refuge fragile au milieu de la tempête. Parents et amis, autrefois si chaleureux et accueillants, nous accompagnaient désormais, leurs regards nerveux passant de l'un à l'autre. Certains murmuraient des jugements, d'autres détournaient le regard. La communauté que je croyais stable était soudain devenue une mer d'incertitude. Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'était pas seulement la trahison de Michael, mais aussi la façon dont ceux que j'aimais ont lutté pour affronter la vérité. Comment le besoin désespéré de ma mère de se préserver s'est transformé en déni, et comment le silence est devenu une arme plus acérée que n'importe quelle parole. Cette nuit-là a marqué une rupture, non seulement dans notre famille, mais aussi en moi. Colère, confusion et chagrin s'entremêlaient dans une toile dont je ne pouvais me défaire. Des questions me déchiraient l'âme. Comment avais-je pu passer à côté des signes? Ma confiance aveugle était-elle précisément à l'origine de tout cela? L'amour pouvait-il survivre à une telle obscurité? Mais au milieu des décombres, une part de moi s'est endurcie, une résolution a surgi des cendres. Protéger Émilie, obtenir justice, démêler les mensonges, même si cela impliquait de me battre seul contre mon propre sang. Dans chaque famille brisée, un choix surgit, enterrer ses blessures en silence ou affronter la douleur, quel qu'en soit le prix. Et pour nous, ce choix allait bientôt apporter plus de tempêtes. Parce que ce que vous ne voyez pas à ce moment-là, les ombres plus profondes qui se glissent derrière les portes closes, sont des secrets bien plus sombres que quiconque pourrait l'imaginer. Au lendemain de cette nuit bouleversante, le silence était pesant, mais intérieurement, une tempête faisait rage. Émilie et moi étions seuls avec les morceaux de nos vies brisés, aux prises avec un traumatisme qui semblait interminable. Les nuits se transformaient en jours atroces, ses larmes tombaient comme la pluie tandis que je luttais pour me retenir, tremblant non seulement pour elle, mais aussi pour la famille qui s'effondrait autour de nous. La thérapie est devenue notre fragile bouée de sauvetage. La première séance a été un véritable tourbillon d'émotions déchiquetées. Colère, peur, culpabilité, mêlées à des mots à peine prononcés. Émilie, d'habitude si forte, s'est effondrée, et je me suis retrouvé noyé dans une mer de douleurs refoulées que je n'avais même pas avoué porter. J'ai réalisé que je ne pleurais pas seulement ce qui lui était arrivé, mais aussi le frère que je croyais connaître, le protecteur devenu prédateur. Notre thérapeute nous a gentiment poussés à affronter non seulement l'événement, mais aussi les blessures cachées sous-jacentes, la confiance brisée, la sécurité volée. Le chemin était semé d'embûches. Il y avait des jours où Émilie refusait de sortir du lit, hantée par des cauchemars et des crises de panique. D'autres nuits, je restais éveillé, revoyant chaque instant, chaque signal d'alarme manqué. Mais lentement, timidement, la guérison a commencé. Les cours d'autodéfense qu'Émilie suivait n'étaient pas seulement physiques. Ils devenaient une métaphore de la reconquête du pouvoir qui lui avait été volé. Entre-temps, le silence ne me satisfaisait plus. Des murmures circulaient dans l'obscurité, des rumeurs sur le passé de Michael, des ombres projetées bien avant ce dont j'avais été témoin. J'ai commencé à creuser, détective réticent au milieu des drames familiaux et du secret. Avec le soutien discret de Sarah, nous avons contacté de vieux amis, d'anciens collègues, d'anciennes petites amies, chaque histoire révélant des failles bien plus profondes que cette seule nuit. Une femme a évoqué des attouchements non désirés et des silences gênants lors de fêtes d'entreprise. Une autre a évoqué des avertissements chuchotés et un comportement trop facilement ignoré. Il est devenu évident que l'obscurité de Michael n'était pas un simple écart de conduite, mais un comportement récurrent,
que ceux qui auraient dû protéger les plus vulnérables n'avaient ni reconnu ni affronté. Sarah, toujours la gardienne silencieuse, maintenait discrètement la cohésion de la maison. Elle protégeait Émilie lorsque ses proches posaient des questions indiscrètes et gérait les appels de nos parents, partagés entre le déni et la culpabilité. Chaque nouvelle révélation accentuait la rupture familiale, tout en renforçant ma détermination. Mon ami avocat m'a mis en garde contre les risques. Engager des poursuites judiciaires pouvait tourner au cauchemar, avec des conséquences inattendues, voire des poursuites pénales contre moi pour ce qui s'était passé physiquement cette nuit-là. Mais la justice n'était plus une option. Elle était impérative. Pour Émilie. Pour chaque femme dont la voix avait été réduite au silence. Notre cercle s'est renforcé. Des amis, autrefois de simples connaissances, sont devenus des piliers de soutien, se ralliant à Émilie et moi. Ensemble, nous nous sommes préparés au tribunal, à la révélation, au combat qui nous attendait. Mais même en planifiant notre bataille, les cicatrices étaient profondes et la guérison semblait fragile. Le traumatisme ne s'est pas arrêté avec l'enquête. Il nous a suivis, tapis dans l'ombre et les moments de silence. Et à travers tout cela, cette question résonnait sans cesse en moi. Quelle part du silence de ma famille était de la complicité? Combien de vies cette illusion a-t-elle protégée et combien en a-t-elle détruite? Face à l'obscurité enfouie sous des couches d'amour et de mensonges, la bataille la plus difficile est parfois de retrouver confiance en soi, en la vérité et dans les personnes qui choisissent de vous soutenir. Notre combat ne faisait que commencer. Le tribunal approchait, le fossé familial se creusait et la vérité était plus explosive que je ne l'aurais jamais imaginé. La salle d'audience était une scène où convergeaient toutes mes craintes et tout ce pour quoi je m'étais battu. Assise là, tenant la main tremblante d'Émilie, j'étais douloureusement consciente que c'était plus qu'un procès. C'était un jugement. Pas seulement pour Michael, mais pour chaque secret gardé, chaque silence brisé et chaque confiance brisée au sein de ma famille brisée. Les preuves que nous avions minutieusement rassemblées étaient accablantes. 8 femmes, dont Émilie, s'étaient manifestées, leur voix, rauque et inébranlable, brisant le lourd silence qui avait trop longtemps persisté. Leurs témoignages ne dépeignaient pas seulement la noirceur d'un homme, mais aussi un réseau de trahison qui avait profondément imprégné nos vies. Mais les moments les plus douloureux ne furent pas les accusations, mais ceux où je surprenais le regard hanté de mon père à travers la salle d'audience, silencieux, accablé de culpabilité et de regret, et le refus glacial de ma mère d'accepter la vérité. Elle restait assise, raide comme une bouée de sauvetage, ses supplications murmurées à l'extérieur de la salle d'audience, faisant écho à son refus d'affronter les actes de son fils. J'ai vu Sarah là aussi, déterminée et courageuse, témoignant discrètement mais avec force. Sa présence était un baume pour Émilie et moi, un rappel que la famille peut parfois impliquer de choisir son camp, même lorsque les liens sont profonds et douloureux. Le procès nous a tous poussés à bout. Par moments, le témoignage serein d'Émilie s'est brisé, les larmes coulant au souvenir du poids de la peur qu'elle portait seule. Je me suis retrouvé aux prises avec des vagues de colère et de chagrin, souhaitant effacer le passé, mais sachant que la justice impliquait de l'affronter de front. La défense de Michael a tenté de déformer l'histoire, de transformer l'accusation en déni, mais la vérité était inflexible. Le verdict du juge coupable de tous les chefs d'accusation a été le moment où un lourd fardeau s'est levé, même si des cicatrices profondes subsistaient. Pourtant, la justice a eu un prix élevé. Notre famille a été irrémédiablement brisée. Certains membres de la famille se sont retirés, d'autres ont complètement coupé les ponts. Le fossé entre mes parents s'est creusé, mon père commençant peu à affronter la réalité tandis que ma mère s'enfermait dans le déni. J'avais l'impression de perdre 2 mondes à la fois, la famille que j'avais connue et celle que je pensais pouvoir reconstruire. Mais au milieu des décombres, Émilie et moi avons trouvé une lueur d'espoir. Nous nous sommes choisis l'une l'autre, non pas comme victimes, mais comme survivantes prêtes à guérir. Nous avons déménagé dans une nouvelle ville, loin des ombres qui hantaient notre passé, mais suffisamment proches pour accueillir les quelques membres de notre famille qui étaient à nos côtés. Sarah est devenue notre point d'ancrage, nous rendant visite souvent et prouvant que la loyauté pouvait survivre même aux tempêtes les plus sombres. Notre mariage était en petit comité, intime, entouré de personnes qui croyaient sincèrement au pouvoir de l'amour et de la résilience. La cérémonie était plus calme, mais chaque vœu prononcé portait le poids de notre parcours. Épreuves endurées, guérison amorcée, avenir reconquis. Pourtant, le chemin à parcourir n'était pas simple. Parfois,
Le chagrin nous rongeait en silence et les souvenirs surgissaient sans prévenir. Mais nous avons trouvé la force dans la thérapie, dans la communauté, les uns auprès des autres. Ensemble, nous avons commencé à tisser de nouveaux rêves, des rêves de sécurité, de confiance et peut-être, un jour, d'enfants élevés sans secret ni peur. La justice ne se résume pas à un verdict. Il s'agit de reprendre nos vies en main, de choisir comment grandir au-delà du traumatisme et de la trahison, et d'oser construire quelque chose de nouveau à partir des ruines. Pourtant, les batailles les plus difficiles sont souvent celles qui se déroulent après que le marteau soit tombé. Le travail quotidien de guérison, de reconstruction de la confiance et de transformation de la douleur en but. La guérison n'est pas un instant, c'est un cheminement. Notre histoire ne s'est pas terminée par un verdict de justice ou une nouvelle vie dans une autre ville. Dans le calme qui a suivi, une fois les gros titres passés, le vrai travail a commencé. Réapprendre à vivre, recoller les morceaux et oser donner un sens à toutes ces peines. Il y avait des jours où Émilie et moi nous sentions comme des fantômes dans nos propres corps. Les souvenirs nous assaillaient, ces réveils en sursaut au milieu de la nuit, mon réflexe de sursauter face aux voix qui s'élevaient, même dans le confort de notre nouveau foyer. Il y avait de la colère pour ce que nous avions perdu, du chagrin pour ce que nous ne retrouverions jamais. Mais peu à peu, l'espoir s'infiltrait entre les fissures. Sarah, notre guerrière silencieuse, nous a encouragés à participer à un groupe de soutien local. Nous y avons rencontré des femmes et des hommes qui avaient survécu à leurs propres cauchemars, des personnes qui parlaient notre langage de deuil et de courage. Émilie a écouté pendant des semaines, craintive au début, puis a parlé d'une voix tremblante qui devenait plus stable chaque semaine. Elle ne se contentait plus de survivre, elle se redéfinissait, histoire après histoire. Moi aussi, j'ai commencé à partager. La honte, la culpabilité de ne pas avoir vu la vérité plus tôt, la confusion d'aimer quelqu'un qui nous avait tant blessés. Dans cet espace, entouré d'autres personnes choisissant de guérir, j'ai trouvé le pardon pour moi-même. Petit à petit, nous avons appris à imaginer un avenir libéré du poids du passé. Puis une invitation inattendue est arrivée. Une ancienne survivante, aujourd'hui militante, a contacté Émilie pour lui demander si elle accepterait de donner une conférence dans un collège local. Je l'ai regardé répéter près de notre fenêtre ce soir-là. Ses notes tremblaient dans sa main, sa voix se brisait aux moments les plus difficiles, mais sans jamais abandonner. Sur scène, elle a partagé non seulement sa douleur, mais aussi sa force. Elle a parlé des signes avant-coureurs, de l'importance d'écouter et de croire. Ce jour-là, les applaudissements ont été nourris, mais le plus important, ce sont les embrassades discrètes des étudiants qui ont suivi. Ceux qui ont murmuré « Merci, vous avez parlé pour moi ». Nous avons décidé de transformer notre douleur en but. Ensemble, nous avons commencé à faire du bénévolat dans un centre de crise. Sarah nous a rejoints, et même mon père, en quête de rédemption, a participé à des ateliers pour les familles de victimes de violences. Parfois, nous nous asseyions pour préparer du café pour ceux qui étaient trop nerveux pour parler. D'autres fois, nous servions de mentors ou nous nous contentions d'écouter. Chaque histoire que nous entendions nous rappelait que nous n'étions pas seuls et que nos cicatrices pouvaient éclairer la voie des autres. Même dans notre vie privée, de nouveaux commencements ont fleuri. Des week-ends avec notre nièce, l'innocence de son rire, un précieux rappel de ce que nous protégeons désormais farouchement. Des discussions sur la construction de notre propre famille, sur l'éducation des enfants dans l'honnêteté, l'amour et non la peur. Mais défendre nos droits n'a pas toujours été facile. Cela a ravivé des éléments déclencheurs, nous forçant à revivre notre traumatisme. Il y avait encore des déchirements, les messages de blâme de ma mère, des proches qui refusaient d'accepter la vérité. Il y avait des vacances séparées, des rencontres gênantes lors de rassemblements communautaires, des conversations embarrassantes et des limites difficiles à respecter pour notre propre sécurité. La douleur persistait, mais elle ne nous contrôlait plus. Parce que grâce au plaidoyer, nous avons trouvé la résilience. Et grâce à la résilience, un but. Le parcours d'Émilie, de victime à survivante, puis à militante, a inspiré beaucoup de gens, mais personne autant que moi. Chaque petite victoire, chaque vie touchée, chaque savoir partagé, chaque voix entendue a contribué à notre guérison, à la reconnaissance de ce que nous avions enduré. S'il y a une chose que notre histoire m'a apprise, c'est ceci. On ne peut pas effacer l'obscurité, mais on peut refuser de se laisser définir par elle. De la douleur, on peut s'élever. De la trahison, on peut reconstruire.
Et lorsque l'on utilise ces cicatrices pour éclairer les autres, on devient plus qu'un survivant. On devient l'espoir. Alors que le soleil se couche sur ce chapitre, notre famille est plus petite, mais notre amour est plus sincère. Nous sommes engagés, non seulement les uns envers les autres, mais aussi envers la prochaine personne effrayée, la prochaine famille en difficulté, la prochaine âme en quête de lumière dans la nuit la plus sombre. Et c'est notre promesse. Personne n'a besoin de parcourir ce chemin seul. Parce que la fin d'une bataille est toujours le début d'un autre voyage. Et parfois, ceux qui endurent le plus deviennent les voix les plus puissantes pour le changement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien est précieux pour nous et encourage la chaîne à continuer de s'améliorer et de se développer. Si vous avez trouvé cette histoire pertinente, n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour diffuser ce message important. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos idées, vos impressions ou vos suggestions afin d'améliorer encore davantage la chaîne. Vos retours nous sont précieux. Encore une fois, merci beaucoup et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.